Pourquoi on se retrouve aujourd'hui? C'est quoi le thème du jour? Alors, le thème du jour, on va parler de l'Asie. De l'Asie. Un continent que tu connais un petit peu. Oh bah écoute, oui, j'y vis depuis 6 mois. Je pourrais pas dire que je le connais par cœur, ce serait mentir. Mais je connais bien. Mais tu étais aussi en tant que volontaire. Tout à fait, tout à fait. Elle détient plus d'informations sur ma vie que moi. Non mais oui. Je sais tout. J'étais volontaire pour M en Asie, en Thaïlande précisément, près de la frontière avec le Myanmar, à Mae Sot, à côté de Mae Sot. Et tu faisais quoi? J'étais dans un learning center qui accueille des enfants et des jeunes de l'ethnie Karen. Donc, les Karen, c'est une ethnie minoritaire du Myanmar qui, comme beaucoup d'autres ethnies, s'est fait persécuter par la junte birmane, qui ont été obligés donc de fuir suite à ces persécutions le pays et qui se sont réfugiés le long de la frontière en Thaïlande. En Thaïlande, voilà. Il y a aussi le Karen State qui est côté Myanmar, mais du coup c'est tout autre. Enfin, c'est la même chose, mais c'est le même principe. Et il y a encore des Karen dans le Karen State? Oui, bah il n'y a que ça. Ah oui. Karen State. Ouais, ils ne sont pas persécutés ou c'est une bonne question qu'il faudrait poser à Agathe, okay. qui est plus experte que moi. C'est la fin de ce podcast. On retrouve Agathe de suite en duplex. Et si je peux faire l'appel à un ami, on y va direct. Non, ils sont pas. C'est un état, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. C'est possible que je dise des grosses bêtises, donc de temps en temps. S'il vous plaît, soyez indulgents et indulgentes avec moi-même. Mais il me semble que ça reste un état qui est sous le contrôle de l'armée Karen. Okay. Donc, et c'est vraiment à la frontière. C'est à la frontière côté Myanmar. Donc voilà, c'est... J'ai pas envie de dire un état indépendant parce que je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est un état qui est contrôlé par l'armée Karen. Ok. On double-checkera chacune de ces informations. Donc voilà, et j'étais dans ce learning center. J'ai été volontaire 6 mois, il me semble. Et je donnais des cours d'anglais vraiment basiques, basico-basiques, hein, les bases, aux jeunes qui étaient accueillis dans ce learning center. Je participais à la visite du centre. J'étais assez proche de la famille qui gérait ce centre-là et tout. Voilà, c'est très très immersif comme mission. Aujourd'hui, on n'y envoie plus de volontaires. Je pense qu'on reviendra sur ce sujet après. Mais en tout cas, c'est une mission qu'on continue de supporter par d'autres biais. Donc voilà, c'est une des missions historiques de M. Et bah, comme mettre en place une activité génératrice de revenus là-bas. Qui va se faire courant 2023, à mon retour au Cambodge, quand j'aurai le temps de retourner en Thaïlande. Voilà, et c'est un poulailler de poules pondeuses pour que les œufs soient vendus au marché. Voilà, une activité génératrice de revenus. Mais bien sûr, des sommes parce que dans un poulailler, classiques. tout est réutilisable, il me semble. Exactement. On peut réutiliser les œufs, mais également les poules. Exactement. Mais également les fientes qui font un excellent accélérateur de compost et engrais. Exactement, c'est le moment et tartinade de culture. Profitez, ouvrez grand vos oreilles. Ouais, les fientes de poule, un super engrais. C'est top. Parce qu'on a eu le même projet sur Adjarama, qui est donc un autre de nos partenaires au Sénégal. Et un des projets, c'était la construction d'un poulailler. Et c'est ce que notre volontaire racontait là-bas, qu'ils utilisaient les fientes également dans une démarche d'agroécologie circulaire. C'est top. C'est hyper intéressant en vrai. On pourrait en faire un podcast entier. Oui, mais d'ailleurs, c'est une idée. C'est la fin de ce podcast. On est beaucoup en duplex avec Romieux à Djarma. Non, mais ok, bah super. J'ajouterai ça à la fiche de l'activité. C'est hyper intéressant.
Et sinon aussi, il me semble, on accompagne encore des partenaires en Asie avec du e-volontariat. Ouais, alors oui, le e-volontariat, c'est quelque chose qu'on essaye de garder, c'est Tu peux vrai. définir ce que c'est? Le e-volontariat, s'il vous plaît, si vous avez envie de vous engager tout en restant chez vous, c'est une super manière de le faire. C'est donner des cours en ligne, là, c'est des cours pour le coup, parce que c'est dans nos partenaires qui sont encore au Myanmar. Enfin, c'est les associations qu'on soutient qui sont au Myanmar. Mais vu que le pays est fermé à cause du coup d'État, de la guerre, etc., on ne peut plus du tout envoyer de volontaires. Donc on essaye de mettre en place du e-volontariat. C'est des cours de sciences politiques, des débats, c'est proposer des discussions avec les élèves, tout ça en anglais. Et voilà, on recherche vraiment des volontaires sur ces projets-là. C'est vraiment, pour nous, c'est quand même important de garder ce lien-là avec ces projets et ces partenaires qu'on avait depuis quand même pas mal d'années. Quoi. Ouais. Donc voilà. Ça me fait une belle, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, Non, ça me fait une belle vas-y. transition. Justement, tu mentionnes que c'est des partenaires qu'on a depuis très longtemps. Est-ce que tu serais capable de me faire une petite chronologie, comment M est arrivé avec des partenaires en Asie à l'époque? Et un peu chronologiquement, quel est le lien entre M et ce territoire? Alors je peux essayer, mais encore une fois, il faudra double-check les informations. Bah écoute, je crois que l'anecdote est assez drôle parce que j'ai appris ça à ma formation au départ, donc que j'avais faite juste avant de partir en Thaïlande faire ce volontariat, où j'avais parlé avec Marianne qui était présente. Et c'était une des premières formations que dispensait Valentina, qui est aujourd'hui directrice de l'association. C'était même sa première. C'était sa première. C'était, je crois, son premier jour. Son premier jour. Et sa première formation. Ouais, totalement. Et donc, j'avais parlé avec Marianne qui m'avait dit qu'elle avait fait un échange universitaire, il me semble, ou en tout cas quelque chose de l'ordre dans son cursus universitaire en Thaïlande. Et c'est là où elle avait commencé à développer, à rencontrer des associations et développer la branche partenariale de M en Asie, en Thaïlande exclusivement. Ouais. De mémoire, le projet historique de M, c'est Banpak au Domsong. S'en est suivi Tumeki. TMK pour les intimes. Et s'en est suivi... alors, il me semble que dans l'ordre chronologique, on a eu Minmao, Karenni National College, et après, il y a eu un peu dans le même temps, il y a eu ceux au Myanmar, donc Pangdao, Zwekebin Miei et Bridge for All, qui a été aussi le premier volontariat de Agathe pour M en service civique. Agathe, notre coordinatrice Amérique latine. Il faut suivre, hein. Il faut suivre. Donc on s'écoute 4 coins du monde. Voilà, il me semble que... Donc Thaïlande, premier pays de relations partenariales avec des assos de M. En Asie, En Asie, ouais. Mais il me semble que vraiment c'était Banpak le premier. Et puis voilà, maintenant il y a Banunrak et Tonrak qui sont encore des partenariats actifs. Ouais. Voilà, ça c'est pour la Thaïlande. Et donc il y a eu un peu, enfin même un peu beaucoup, une scission donc, entre tout ce réseau partenarial en Asie jusqu'en 2020, où est arrivé le Covid et qui a énormément impacté nos relations partenariales et nos partenaires aussi sur place, qui amène à presque à repartir de zéro pour le territoire Asie. Comment ça s'est passé cette fermeture de l'Asie au moment du Covid? Alors c'était quand même assez tendu. Il y a vraiment eu 2 sons de cloche. On a eu les volontaires qui ont voulu rentrer, tant bien que mal. Pour la petite anecdote, j'ai accueilli chez moi le tout dernier volontaire de Banpak, Simon. si tu écoutes ce podcast, je sais que tu te reconnais. Il a fait plus de 36 heures de voyage de Banpak à Paris. En mars 2020. En mars 2020, exactement. Donc vraiment, il est arrivé chez moi avec son gros sac. Et c'était 36 heures de vol. Et 36 heures de vol. Donc voilà, lui, en tout cas, il a voulu rentrer. Il y a eu d'autres volontaires aussi qui ont eu ce recours-là. Et puis, on a eu des volontaires côté Myanmar qui, en fait, ont pris la décision de rester. Nous, on a
n'imposait pas du tout de rentrer, juste on conseillait au vu de ce qui commençait à se passer et tout, que voilà, il fallait peut-être envisager que soit on restait pour un temps indéterminé, soit on rentrait, quoi. Mais dans tous les cas, ça a été quand même très compliqué de faire rentrer les personnes qui voulaient rentrer. Donc, c'est... Voilà. Donc, tout s'est fait un peu vraiment dans le rush, un peu... voilà, enfin... au final, tous nos partenaires... tous nos volontaires, pardon, sont rentrés. Après quelques temps. Après quelques temps, ouais. Les derniers, c'était vraiment Pangdao au Myanmar. Voilà. Et puis après, on n'a plus pu envoyer de volontaires en Asie. Ça a duré plus longtemps que les autres pays, les autres continents, ce qui est logique. Et on n'a pas envoyé de volontaires pendant plus d'un an, plus d'un an et demi, 2 ans. Oui, 2 ans, ouais. 2 ans. À quoi c'est dû, tu penses que ça a été beaucoup plus facile de reprendre les envois de volontaires en Amérique latine qu'en Asie? Je pense que c'est dû à la géolocalisation du départ du Covid, qui était donc plus proche de l'Asie du Sud-Est que de l'Amérique latine. Je pense aussi que les protocoles sanitaires n'étaient pas les mêmes. C'est assez récent en fait qu'on puisse revoyager sans porter de masque. Enfin, moi par exemple, Thai Airways, ils me demandent de mettre un masque quand je... Aïe, je viens de faire une publicité. Il faut balancer d'autres noms de Air France et EasyJet. C'est bon, on est sauf. Non, mais parfois on doit encore garder les masques encore aujourd'hui, tu vois. Donc ça a mis du temps. Les protocoles sanitaires n'étaient pas les mêmes. Je pense que le risque que ça reparte n'était pas le même non plus. Parce qu'une fois que c'est à peu près géré en Amérique latine, c'est différent, quoi, c'est différent. Mais en tout cas, ouais, ça a duré bien longtemps et ça nous a bien, en tout cas, ça nous a bien bloqué ici dans notre mission, quoi. Et du coup, on a perdu un peu le contact avec ses partenaires. Comment ça s'est fait et quels sont les partenaires avec qui on essaie de peut-être réenvisager un envoi et pourquoi est-ce qu'on n'envisagerait pas de reprendre les mêmes contacts maintenant? On a perdu le contact avec les partenaires un peu par sans doute latence du fait qu'on n'avait pas de réponse précise de quand on allait renvoyer des volontaires. C'était compliqué de garder le contact aussi parce que c'est des échanges majoritairement par mail. On avait donc Agathe qui était sur ce poste-là de suivi des partenariats en Asie, mais qui en fait a pris le poste de coordinatrice Amérique latine. Donc il y a eu quand même ce temps de latence où il n'y avait pas vraiment de coordination sur la région Asie. Et voilà, petit à petit, on a perdu le contact. Et puis, l'activité là-bas, elle continue, quoi. Et puis nous, on a essayé de rebondir, vu que notre activité principale... génératrice de revenus, était à l'arrêt. On a rebondi sur l'éducation à la citoyenneté. On a fait d'autres projets ici en France de sensibilisation, voilà, qui aujourd'hui est un pôle quand même. Donc, on a vraiment essayé de développer au maximum. Et voilà, le contact s'est vraiment perdu au fur et à mesure. Je sais que quand j'ai pris mon poste en septembre 2022, j'ai essayé de reprendre contact avec les partenaires historiques, donc TMK notamment, donc Tumeki, et Minmao aussi. Pour ce qui est de Pangdao et Zo Cabin Miei, j'essaye toujours de recruter du e-volontariat, mais c'est compliqué, c'est sur des compétences vraiment spécifiques, etc. Donc c'est compliqué. Mais je garde toujours un contact avec eux en tout cas. Pour Banpak, c'était plus facile pour moi, du coup, parce que du coup, j'étais en lien avec la personne qui gère le centre. Et puis pour Tonrak et Banunrak, le lien s'est gardé. Je pense que c'est Agathe qui a entretenu ce lien-là. Et puis c'est les premiers à qui on a renvoyé
renvoyer des volontaires. Donc, oui, en courant 2022. Ouais, courant 2022, ouais, tout à fait. Premier volontaire envoyé en Asie et en Inde aussi. T'as pas cité Kudumban. Mais voilà, quelques partenaires qui ont persisté. Ouais. Et toi, du coup, tu as repris ton poste en septembre 2022. En quoi ça consiste de reprendre ce territoire? Quels sont tes challenges, tes enjeux? Du coup, ma mission première, c'était vraiment de redévelopper le réseau partenarial de M, donc faire de la prospection, basico-basique, de voir quels assos sont implantés localement, aussi s'implanter, nous, plus localement dans l'Asie du Sud-Est, parce que finalement, on était quand même très restreint en termes de problématiques et aussi en termes de territoire. Là, on commence à vraiment se faire connaître, que ce soit au Cambodge, au Vietnam aussi, quelque part. En Thaïlande, voilà, de manière plus importante. Et voilà, la mission principale que moi j'ai, c'est de réouvrir des partenariats avec de nouvelles associations à l'accueil de volontaires en service civique. Donc ça a été dans un premier temps un peu identifier quelles associations pourraient être intéressées, avec qui ce serait pertinent, les rencontrer, mettre à plat tout ce qui est service civique, voilà. Expliquer ce que c'est. Expliquer ce que c'est. Déjà en France, tout le monde ne connaît pas, mais c'est vrai, dans un autre pays, c'est encore plus lointain. Ouais, carrément. Il y a beaucoup de volontariat. Enfin, t'as fait un podcast sur le volontourisme, l'Asie du Sud-Est, on est quand même en plein dedans. Donc la notion de service civique, d'engagement long terme, d'accessibilité, c'est des notions qui étaient quand même importantes à valoriser et à faire comprendre aussi à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de recevoir des volontaires long terme ou voilà. Donc il y a tout ce travail là, et puis après c'est du travail un peu plus on va dire administratif, donc voir quelles sont les missions qui pourraient être mises en place sur les... quelles sont les missions que les services civiques pourraient faire, quand, combien de services civiques, etc. Voilà. Ça, c'est à peu près les principales missions que j'ai faites ces premiers mois. Et puis là, on va arriver sur la phase un peu plus opérationnelle. Donc, ça y est, on a des partenariats, des nouveaux partenariats. Attention, spoiler. De nouveaux partenariats. Donc, on va pouvoir faire le recrutement de services civiques, les premiers envois de volontaires en service civique dans ces partenariats-là. Donc, ça va être chouette, je pense. De ouf. Tu peux nous dire un peu les thématiques Non, je le cache. Vous avez qu'à postuler si vous voulez connaître. C'est un secret encore, secret défense. Non, totalement. Du coup, moi, je suis basée à Phnom Penh, au Cambodge. Donc, c'est par ce pays que j'ai commencé en termes de prospection. Là, on a 3 partenariats officiels. Donc, un partenaire qui est sur la thématique des personnes en situation de handicap, un partenaire qui est sur l'autonomisation de communautés rurales par l'accompagnement, la mise en place de projets, etc. Et il y a une forte appétence pour le droit des femmes. Et un autre partenaire qui est plus lié à l'éducation, mais via le sport, via les activités plus manuelles, voilà. Donc ça, c'est les 3 partenaires principaux au Cambodge. On a aussi un nouveau partenaire qui est en Thaïlande, qui a un learning center. On est resté sur la même problématique d'accueil des réfugiés, etc., d'accès à l'enseignement, d'accès à la santé. Les réfugiés Karenni notamment. Pas que dans ce nouveau partenaire, c'est vraiment des réfugiés en général d'Asie du Sud-Est. Il n'y a même pas que du Myanmar. Okay. Donc, c'est des personnes qui n'ont juste pas accès à l'éducation et qui, là, ont des cours d'anglais, de maths, plein d'autres activités. Donc ça, c'est en Thaïlande, pas très loin de Phuket. Phuket, je crois. Je sais toujours pas comment on dit, mais c'est pas grave. Et un nouveau partenariat aussi en Inde. Qui là a mis en place une école de couture pour les femmes ayant été victimes de violences, d'abus
d'abus sexuels ou marginalisés, défavorisés, et qui, voilà, c'est pour permettre la réinsertion de ces femmes dans la société. Il y a aussi un fort biais d'accompagnement aux agriculteurs et agricultrices locales. Il y a aussi du soutien scolaire dans les communautés rurales. Voilà, ça c'est un partenariat qui est assez implanté dans la région et qui a pas mal de projets aux alentours. Donc je pense que ça va être hyper enrichissant et hyper chouette à suivre. Et puis, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais en tout cas, on est sur un projet de mise en place de services civiques dans les espaces francophones des universités en Thaïlande. Voilà, ça s'annonce plutôt bien. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Donc ça aussi, c'est hyper pertinent. Et puis ça rentre vraiment dans le cadre du service civique. C'est hyper chouette. Carrément. Voilà. Mais c'est, en vrai, moi j'ai envie de rajeunir pour avoir l'occasion d'avoir encore l'âge de faire un service civique. N'attendez pas vos 27 ans, c'est maintenant. Mais tous les projets, on faisait justement une présentation des nouveaux partenaires ce matin à toute l'équipe. Et tous les projets, ils ont l'air tellement pertinents et tellement ancrés dans la réalité aussi des gens là-bas. Mm-hmm. Et c'est super important. Je pense que c'est vraiment dans notre ADN AM, justement, et c'est trop cool. Trop chouette. Ouais. Non, mais totalement. Et puis, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on s'est vraiment, en tout cas dans tous les continents, je trouve, vraiment éloigné d'une thématique hyper présente dans le volontarisme, qui est l'éducation, voilà, dans une école ou que sais-je, de faire venir des personnes, des volontaires sur du court terme pour donner des cours sans forcément qu'ils soient formés, sans forcément qu'il y ait de suivi. Aussi, voilà, qui n'ont jamais eu une approche avec les enfants ou dans l'enseignement, des choses comme ça. Et moi, ça me tenait à cœur en tout cas de m'éloigner de cette thématique-là, surtout en Asie du Sud-Est, où c'est vraiment quelque chose qui est hyper présent, quoi. Enfin, des panneaux, il y a écrit volunteering devant des écoles, en fait, il y en a plein partout. Donc, c'était important pour moi et je pense qu'on a pas mal réussi à s'éloigner de cette thématique-là. En Asie, mais aussi sur les autres territoires. En Afrique, tous nos nouveaux partenaires, ça va être des partenaires axés sur l'accès à l'art, à la culture, au sport. Ça va être sur des lieux de vie alternatifs, etc. En Amérique latine, ça va plutôt être des thématiques autour de la biodiversité, de l'environnement, du droit des femmes. C'est vrai qu'on s'éloigne petit à petit de ces thématiques qui restent encore intéressantes quand c'est bien fait et tout. Ouais. Donc, mais trop cool en tout cas d'avoir accepté le challenge aussi d'aller toute seule à Phnom Penh avec 0 partenaire fixe sous le bras, avec aussi cette idée de ne pas vouloir tomber dans la facilité, avec la thématique éducative et là 6 mois après, seulement 5 mois, ce qui a déjà été fait, c'est dingue. Merci. Donc, trop hâte de on me voir lance des fleurs là dans ce studio que vous avez pas reçoit. Mais trop hâte, du coup, dans 5 mois, peut-être qu'on refera un deuxième podcast pour voir où ça en est. Dans 5 mois, 50 projets, 150 volontaires en Asie. Les jeunes qui se battent pour avoir les postes, vous verrez, ce sera... Le paradis, non? Le paradis. Ouais, non, mais c'est clair que c'était beaucoup d'enjeux, toujours beaucoup d'enjeux. Des difficultés que je m'attendais pas forcément à avoir aussi, c'est ce que je disais à Mathilde la dernière fois sur le fait que il y a énormément d'ONG en fait, surtout au Cambodge, d'ONG internationales qui ont des projets implantés localement. C'était assez compliqué d'arriver dans cet écosystème-là et de dire nous ça fait 13 ans, je sais plus combien exactement. 13 ans, qu'on fait ça, on veut se redévelopper et tout, et puis t'as des dizaines d'autres ONG en fait qui font la même chose et qui ont déjà des partenariats hyper solides, et puis toi t'arrives toute petit nouveau toute fraîche, tu sais pas trop par où commencer, quoi. Donc c'est vrai que c'était des enjeux assez importants,
Mais de toute façon, c'est quand même un écosystème relativement bienveillant où en fait on veut juste favoriser l'interculturalité, favoriser les échanges. Enfin, voilà, faire un volontariat qui soit durable et qui soit sain aussi. Donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. C'est juste qu'il y a d'autres. Enfin voilà, il y a plein de petits aspects à avoir en tête quand tu fais ça, quoi. Voilà. Bah, trop cool. Merci beaucoup Manon pour ton Merci temps. Et puis on se revoit dans 5 mois.